Est-ce que surperformer en bourse relève de l'impossible ou du possible? Je veux un business qui peut être géré par un idiot parce que tôt ou tard, ça peut peut-être arriver. Maintenant, quand est-ce qu'on vend? On ne vend que dans 2 cas. Finalement, lorsqu'une entreprise a un bon return equity, des marges qui sont stables, des capitaux propres aussi qui connaissent une certaine croissance dans la durée, on peut souligner une bonne gestion financière. Et finalement, ton MSCI World, il est exposé à 70% aux US, 40% du S&P 500, c'est sur 10 entreprises dans le même secteur. Il ne faut pas chercher forcément le point bas. D'ailleurs, Martin Zweig, qui était le meilleur trader du XXe siècle, le souligne, le point bas est une utopie. Ne pas se fier, je pense, à une croissance exceptionnelle due à une hype du moment. Si tu t'assures d'avoir un portefeuille qui est que composé d'entreprises qui finalement ont des ventes qui sont décroissantes et un ROE pourri, bien sûr que tu vas sous-performer. Aujourd'hui, nous recevons Rémi de Truchy de Varennes, investisseur spécialisé dans l'investissement small cap et l'investissement value. Il est notamment auteur du livre Surperformer en bourse avec les small caps. Et l'objectif de cette interview est extrêmement simple. Comment obtenir plus de performance en bourse? On vous a concocté avec Rémi 7 principes extrêmement simples pour obtenir entre 10, en tout cas viser potentiellement 10 à 15% de performance supplémentaire sans spéculer et sans prendre plus de risques. Rémi, un grand merci en tout cas de nous partager ton temps aujourd'hui et tout ton savoir. Merci à toi pour l'invitation. Aujourd'hui, Rémi, il y a une question que de nombreux internautes se posent, c'est qu'il est impossible de battre les marchés actuellement, de faire plus de 10% par an avec les actions, c'est extrêmement difficile. Notamment, tu sais, avec les études Spiva qui mentionnent que sur une période de 15 ans, 80% à 95% des gérants professionnels ne parviennent pas à surperformer leur indice de référence. Donc en fait, ils sous-performent, ils font moins bien que les indices de référence. Donc à quoi bon choisir des actions? Selon toi, est-ce que surperformer en bourse relève de l'impossible ou du possible? Un petit peu comme la Bible, beaucoup de gens qui citent Spiva ne l'ont jamais lu. Okay. Et cette étude Spiva prend en compte la moyenne des fonds actions du monde. La moyenne des fonds actions du monde n'ont pas vocation à tenter de surperformer le marché. Ce qui fait déjà un premier contre-argument vis-à-vis de cette étude. Cette étude est d'ailleurs financée par le S&P, qui est un des plus gros émetteurs d'ETF au monde, l'entreprise Standard & Poor's, responsable partie du S&P 500. Et donc, de ce point de vue-là, ça reste vraiment discutable. Et sur cette question fondamentale, est-ce qu'il est possible de battre le marché? J'ai vu dernièrement passer d'ailleurs une publicité d'Interactive Brokers qui soulignait à juste titre que l'année dernière, le S&P 500 avait réalisé un total return de 17,2% par an sur l'année en dollars, quand la moyenne de ses clients retail sur Interactive Brokers, qui est le broker que j'utilise, ont réalisé 19,2%. Donc, pour ce qui est de la question, est-il possible de battre le marché en stock picking? La réponse est oui. D'ailleurs, si on s'expose, maintenant, Interactive Brokers vend autant des actions que des ETF, ce qui les amène d'ailleurs à être plus neutres que Spiva dans cette conclusion. Et si l'on souhaite battre le marché au sens battre le S&P 500, le fonds Indépendance Expansion de William Higgins, qui est un fonds small cap, a sur les 30 dernières années réalisé plus de 13% par an de performance. Si on s'expose ne serait-ce qu'à un indice small cap, qui est une classe d'actifs plus performante que les large caps à l'échelle séculaire, on fait mieux que le marché. Et il en existe d'autres, des classes d'actifs de ce type-là. Le private equity a mieux marché que l'indice de référence sur les fonds de fonds type KKR ou autres sur les 15 dernières années. Mais c'est également le cas des Real Estate Investment Trust, par exemple, en indiciel. Donc, il existe bien des manières de finalement faire mieux que l'indice de référence. Il existe des manières du coup de surperformer en bourse, comme tu dis, et notamment toi, ton cercle de compétences, ça va être les small caps. Tout à fait. Juste avant de partir du coup sur les 7 principes qu'on a échangés ensemble pour partager du coup aux internautes, bien sûr. Je vous invite déjà premièrement, si vous nous écoutez sur YouTube, à vous abonner et à laisser votre plus beau pouce vert au sein de cette vidéo. Alors tout d'abord, Rémi, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas ou pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est quoi les small caps? Qu'est-ce qu'une small cap? Et pourquoi est-ce que ça a tendance à surperformer à long terme? Comme tu vois, il y a le fonds de William Higgins aussi, donc qui surperforme à long terme. Comment ça se fait, tu vois, qu'il y a des gens, du coup, notamment on voit avec Interactive Brokers, qui surperforment? Et d'où est-ce que les small caps peuvent tirer leur épingle du jeu? Oui. Alors, lorsqu'on parle de small cap, on parle
donc c'est la traduction française de ce terme anglais, c'est petite capitalisation boursière. On parle de petites entreprises cotées en bourse. Lorsqu'on parle de petites entreprises cotées en bourse, on ne parle pas de micro-capitalisation, on parle tout de même d'entreprises qui sont sur une fourchette de 100, disons ça démarre entre 100 et 200 millions selon le marché, et ça termine à 1 milliard à 2 milliards selon les marchés, donc ça reste une fourchette d'entreprises tout de même mature, mais cotées en bourse, sur lesquelles l'entreprise a encore un vrai potentiel de croissance, parce que lorsque on pèse 5 trilliards, faire x10, ça veut dire monter à 50 trilliards, ce qui va être un challenge pour les Seven Magnificents sur les prochaines décennies. Et c'est extrêmement complexe de s'imaginer comment est-ce que ces entreprises vont capter autant de valeur. Alors qu'une entreprise qui fait 100 millions de capitalisation boursière, monter à 1 milliard, c'est globalement des process connus. C'est de la croissance externe, c'est la verticalisation de ce qui marche déjà pour elle. C'est des choses qui existent et sur lesquelles toutes les plus grandes boîtes de consulting du monde sont ravis de conseiller ces entreprises pour les amener à se développer. Premier point. Le deuxième point, c'est que de par la taille tout de même restreinte de ces entreprises, il y a moins de liquidité. Et du coup, les institutionnels sont donc les gros acteurs, les gros fonds d'investissement, ont plus de difficultés à aller investir sur ces entreprises. Des entreprises qui, si tenter qu'ils aient la liquidité pour y investir, vont être complexes sur un plan réglementaire également à investir, parce que si une entreprise fait 100 millions de capitalisation boursière et qu'un investisseur institutionnel souhaite mettre ne serait-ce que 6 millions d'euros dessus, ce qui est fondamentalement peu, cette entreprise-là va dépasser un seuil réglementaire qui va l'amener à avoir un certain nombre de difficultés également. Donc finalement, le manque de liquidité du titre, les seuils réglementaires, le fait que les montants qui peuvent être investis restent restreints pour une entreprise qui gère plusieurs milliards, voire dizaines de milliards, et la manque de couverture également des analystes qui vont du coup pas faire le tour de ces boîtes pour savoir quel va être leur revenu potentiel dans les années à venir, amène ce secteur à être finalement peu couvert par les analystes, à générer du coup plus d'inefficience que l'on sait détecter avec les bonnes pratiques du value investing tel qu'enseigné par Benjamin Graham et repris tout au long de sa carrière par Warren Buffett. Et on peut du coup, de ce point de vue-là, avoir un avantage concurrentiel en tant que particulier et aller capter finalement des anomalies de marché sur lesquelles on va pouvoir ensuite générer de la performance, on va pouvoir générer de l'alpha, comme on dit en finance. Tu parles justement de l'investissement value et je pense que ça va super bien introduire notre premier principe. Tout à fait. En effet. Ce premier principe, du coup, donc les 7 principes, bien sûr, qu'on va vous lister avec Rémi, c'est qu'on a échangé, bien sûr, ensemble. Il m'a apporté toutes les connaissances, donc n'hésitez pas aussi à lâcher votre pouce vert, justement, pour soutenir cette vidéo. Et je pense, Rémi, tu as aussi une chaîne sur YouTube. Tout à fait. Parlons long terme. Donc, parlons long terme. Donc, je mettrai de toute façon en lien dans la description de cette vidéo si vous voulez vous abonner directement à cette chaîne. Alors, le premier principe, justement, c'est ne pas acheter trop cher. Donc, tu parlais justement de Benjamin Graham, tu parlais également donc, de l'investissement value, de marge de sécurité. Donc, est-ce que tu peux développer justement ce premier principe ? Ce premier principe est très simple. Que l'on achète une voiture de collection, de l'immobilier, des bouteilles de vin, la meilleure manière de perdre de l'argent, si on applique le Lean There Thinking de Charlie Munger, c'est d'acheter quelque chose plus cher que ce qu'il ne vaut. C'est d'acheter quelque chose trop cher. La meilleure manière de gagner de l'argent de facto en investissement, c'est de faire une bonne affaire, c'est d'acheter quelque chose moins cher que ce qu'il ne vaut. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en bourse? Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde des small caps, dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat industriel, etc. Ça veut dire tout simplement acheter quelque chose moins cher que soit la valeur de ses actifs, soit vis-à-vis de ce que cette entreprise produit, soit vis-à-vis de son potentiel de revenus futur. Et donc, on va en bourse, on va en analyse fondamentale avoir un ensemble de ratios, de valorisation, qui vont nous permettre de nous assurer que l'on achète une entreprise moins chère que ce qu'elle ne vaut. Donc, si c'est vis-à-vis de ce qu'elle possède, on ira plutôt vers des ratios type price to book, donc qui vont comparer les actifs de l'entreprise avec ce qu'elle coûte. Si on est plus sur des ratios de valorisation relatifs à ses revenus, on va plus comparer la capitalisation boursière au chiffre d'affaires de l'entreprise via ce qu'on appelle le price to sell, aux revenus de l'entreprise vis-à-vis de ce qu'on appelle le price earning ratio, ce fameux PER. Et pour ce qui est des revenus futurs, on va plutôt soit aller vers ce qu'on appelle le PEG, le Price Earning Growth, par rapport à la croissance potentielle de l'entreprise, qui va être comparé du coup au PER, ou alors vers un modèle plus complexe, mais plus efficient et très utilisé en finance traditionnelle, qui est le discounted free cash flow, donc la somme des flux de trésorerie futurs
d'une entreprise, la somme des flux de trésorerie potentiels futurs d'une entreprise, moyennant le risque de ne pas les faire. Donc super, il y a plusieurs critères par rapport à ça. J'aimerais justement combiner par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le contexte géopolitique et macroéconomique dans lequel on est actuellement. On le sait qu'il y a deux secteurs qui surperforment à l'heure actuelle. Ça va être le secteur de l'intelligence artificielle avec les semi-conducteurs et notamment, surtout, le secteur de la défense. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement, par rapport à ce premier principe? Où est-ce que tu te situes? Comment est-ce que tu vois ce principe de valorisation par rapport au contexte actuel pour 2026 actuellement? Selon moi, de toute façon, lorsqu'un secteur est sujet à survalorisation, je le fuis. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il n'est pas porteur, et il y a des manières en fait indirectes de capter finalement de la performance sur ces secteurs. J'ai participé à l'introduction en bourse d'Odyssée Technologies, qui est une très belle small cap française. J'ai d'ailleurs fait l'interview du dirigeant sur ma chaîne YouTube. Et cette entreprise usine les canons César du Rafale, les canons du César et les canons du Rafale, par exemple. Donc c'est une entreprise industrielle française liée au monde de la défense. Et lors de son introduction en bourse, son cours était complètement dévalué. Parce que c'était une small cap et parce qu'on la voyait surtout comme une entreprise industrielle nommée Odyssée Technologies, alors qu'indirectement, on est lié à la défense. Donc selon moi, de toute façon, c'est très important d'être diversifié sectoriellement, et lorsque l'on souhaite s'exposer du coup à un secteur type technologique qui est surévalué, soit on va dans un pays qui n'est pas sujet à la surévaluation. Par exemple, aujourd'hui, la Pologne est un pays avec de très belles boîtes technologiques que l'on n'achète pas cher du tout. Soit on fait un pas de côté et on va vers soit des fournisseurs, soit des entreprises un petit peu satellites d'un secteur extrêmement porteur. C'est un peu raisonné avec la pelle et la pioche. C'est un peu comme, par exemple, investir dans le secteur de l'or aussi. Tu vois, là, on voit l'once d'or qui explose. On est monté à 4600 $, si je ne me trompe pas. L'idéal dans ce que tu dis, c'est peut-être de ne pas aller sur l'or, justement, sur les ETF, tu vois, ETF Physical Gold, où là, on sent vraiment que c'est porté, mais plutôt aller sur des secteurs, du coup, un peu small cap, un peu sous les radars, du coup, des plus grands fonds de gestion, et du coup, d'aller vraiment intrinsèquement sur ce qui permet de piocher de l'or, en fait. Le sujet de l'or est encore un autre sujet, c'est-à-dire que l'or est un actif qui ne produit pas de valeur ajoutée. C'est par définition un actif spéculatif sans valeur ajoutée qui, inflation déduit, à l'échelle séculaire, n'a pas eu de performance, très peu. Donc en effet, il est plus pertinent pour s'exposer tout de même à l'évolution potentielle de sous-jacent d'aller vers de la société minière. Et là, je te rejoins complètement. En revanche, vraiment, le point, c'est de se dire, si un secteur si Nvidia est une entreprise qui explose, qui sont les fournisseurs, quel est l'écosystème qu'il y a autour d'NVIDIA et qui peut du coup profiter de cette explosion. Et ça peut être dans ce secteur ou ça peut être dans le secteur parallèle. C'est-à-dire qu'il y a notamment ce secteur est très dépendant des métaux rares. Et donc, le fait d'aller investir dans des sociétés minières qui fournissent des produits aux fournisseurs d'NVIDIA, c'est une manière de faire un pas de côté et de s'exposer à la croissance de cette entreprise. D'accord. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Notamment, il y avait une entreprise aussi qu'on a analysée avec les Séquoiens, c'est Amphenol. Amphenol qui est à la fois sur le secteur de l'intelligence artificielle, avec des câbles d'interconnexion, des fibres, etc. Et aussi qui fournit, tu sais, tout ce qui est installation, mais pour avions, chars, etc. Donc, en fait, tu vois que deux secteurs, en fin de compte, s'imbriquent et font, en fin de compte, grossir une action. Donc, c'est là qu'après, on sort sur le momentum. Mais bien sûr, après, là, on va sortir un peu du sujet, du coup, de la valorisation. Mais en tout cas, c'est super, justement, de parler de ça. Juste... Oui, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non, j'allais dire un second principe. En second principe, du coup, ça va être ce qu'on a noté, c'est le moat. Du coup, c'est l'avantage concurrentiel. Oui, alors le moat en anglais, c'est la traduction de douve. Et donc, on a tendance à nommer ça l'avantage concurrentiel. Et selon moi, c'est deux choses. C'est d'une part l'avantage concurrentiel, donc s'assurer qu'une entreprise, par rapport à ses concurrents, est plus performante, ce que l'on va pouvoir détecter principalement en analyse fondamentale sur un plan comptable avec deux choses. D'une part, l'étude des marges. Parce qu'une entreprise qui a de très bonnes marges d'exploitation, ça veut dire deux choses. D'une part, c'est que de base, elle a une bonne marge brute, donc elle va vendre ses produits plus cher que ce qu'elle ne vaut. Mais elle va vendre ses produits relativement chers par rapport à ce qui coûte à produire. Mais si une entreprise comme Apple avait en 2022 de mémoire des marges d'exploitation dans les 25% quand Huawei était aux alentours des 6%, c'est également parce que Apple dépense assez peu en marketing, sur la ligne vente des biens et administration sur le compte de résultats, et également parce qu'il n'y a pas non plus des dépenses en R&D exorbitantes.
Une entreprise comme Intel ou comme Nvidia dépensent 30% de leurs résultats bruts en R&D pour rester compétitive dans une industrie qui est très consommatrice de cash. Donc, c'est des secteurs que je vais également éviter vis-à-vis de ça parce qu'on ne sait pas si, dans 10 ans, elles seront encore là de par leur dépendance à la R&D. Donc, d'énormes marges et comparer des marges entre deux entreprises permet de savoir qui a le meilleur avantage concurrentiel. On peut également s'intéresser aux intérêts que cette entreprise paye proportionnellement à ses charges d'exploitation, mais c'est entre guillemets annexe. Mais en tout cas, sur notamment le sujet de la R&D, il y a un second point qui complète cette notion d'avantage concurrentiel, qui est à quel point est-ce que la problématique à laquelle répond cette entreprise va durer dans le temps. À quel point est-ce que le besoin auquel répond cette entreprise est inélastique. Et dans un monde qui est vraiment sujet à disruption, notamment vis-à-vis de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui ne bougera pas ? Exemple, dans des pays où ce n'est pas géré par l'État, la sécurité, une entreprise de sécurité dans la gestion des centrales nucléaires par exemple, c'est un besoin complètement inélastique. Parce qu'il faut de la sécurité. La gestion de l'eau, c'est quelque chose d'extrêmement inélastique. Et d'ailleurs, tout le secteur de l'utilities relatif à ce genre de service-là est un des rares secteurs qui performe lors des plus grandes crises économiques. Et donc, vraiment, se poser la question, d'une part, du niveau de marge par rapport aux concurrents, mais d'autre part, de l'inélasticité du sous-jacent à l'entreprise, est quelque chose qui nous permet de déterminer un moat. Ok, super. Ouais, c'est vrai qu'il y a différents indicateurs aussi que nous, on utilise. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps de toutes les noter, j'imagine. Il y a tout ce qui est le switching cost, en gros, le coût de changement pour une entreprise. L'effet de réseau. L'effet de réseau. On peut aller assez loin sur le listing. Oui, tout à fait. Avec le pricing power, même la marque, tu sais, un peu les brevets déposés, etc. Donc, je pense que voilà, il y a vraiment plein de choses à souligner sur ça. Mais c'est vrai qu'on en a 7 qui sont déjà très intéressants. Déjà, tu as parlé de... Je pense qu'un point qu'on ne revenait pas assez, c'est l'élasticité. Tu vois, ça, c'est vraiment indispensable et c'est vraiment très, très bien aussi de le penser comme ça. Ensuite, le troisième point, ça va être, on a souligné, c'est de comprendre le business model. De comprendre le business. Je pense que là, c'est plus d'un point de vue la finance comportementale. Je pense là, c'est plus d'un point de vue psychologique. Parce que pour moi, si on ne comprend pas le business, je pense qu'on n'est pas capable de le tenir, on n'est pas capable d'encaisser moins 50% en gros sur une baisse d'une action. Alors, c'est très juste. C'est aussi lié finalement à l'avantage concurrentiel parce que si on ne comprend pas le business, comment peut-on estimer l'inélasticité de la demande à laquelle il répond ? Et enfin, et ça sera lié à un des prochains points, ça permet aussi d'éviter des cas de fraude. Des cas type Wirecard ou l'affaire Enron qui sont des cas quand même qui ont ruiné des dizaines de milliers d'investisseurs en bourse, sont des cas où finalement la direction a été malhonnête, mais qui était extrêmement également flou sur leur business model, avec des modèles, avec des jeux de créativité comptable qui ont amené les investisseurs à faire des erreurs. Et en comprenant le business, déjà, on évite certains de ces cas. Et puis, il y a aussi, et c'est une phrase de Warren Buffett, il y a aussi cette phrase qui est je veux un business qui peut être géré par un idiot parce que tôt ou tard, ça peut peut-être arriver. Très belle phrase. Ouais, non, c'est exactement, Et de ce point de vue-là, la simplicité d'un business en fait aussi sa qualité. Donc toi, tu penses qu'investir sur des business, c'était aussi Peter Lynch, si je ne me trompe pas. Il investissait sur des entreprises qui étaient extrêmement simples à comprendre et qui avaient véhiculé même comme phrase si vous ne pouvez pas expliquer le business à un enfant de 5 ans, n'investissez pas sur cette entreprise-là. Je pense que c'est ce qu'il a voulu véhiculer. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, justement ? Mais je préfère largement investir dans une société minière, dans le charbon en Chine, dans l'huile de palme ou dans une boîte qui loue des photocopieuses à des entreprises que dans une société d'ordinateurs quantiques. Je suis 100% aligné. Je pense que dans 10 ans, je pense qu'il y aura une nouvelle hype sur ça, j'imagine, sur tout ce qui est... Comme le dit Warren Buffett, vis-à-vis de la recherche en développement et de tous ces modèles d'avenir, c'est comme l'exploration spatiale, j'applaudis les essais, mais je ne monte pas dans la fusée. C'est vrai, c'est une très très bonne phrase qu'on retiendra ça. Ensuite, en quatrième principe, c'est s'assurer de la bonne gestion financière et humaine. Alors, gestion financière, est-ce que, du coup, j'aimerais peut-être éclairer un peu sur ça. Humaine aussi, je pense qu'on y reviendra. Sur bonne gestion financière, tu penses à l'endettement, j'imagine. Tu penses à l'endettement, à la rentabilité peut-être de l'entreprise et des capitaux. Endettement, tout à fait. Donc, debt to equity, return on equity, donc la rentabilité du capital. Je pense également à tous ces ratios relatifs à sa trésorerie, s'assurer qu'il y ait du coup un bon current ratio, parce qu'il faut du cash pour répondre bien aux besoins de l'entreprise.
C'est un ensemble d'éléments qui assure que l'entreprise soit tout simplement bien gérée. Quelle est sa politique pour maximiser son BFR? A-t-elle eu des difficultés dans le passé vis-à-vis de ça? Comment gère-t-elle le caractère sain comment gère-t-elle finalement ses états financiers? Et lorsqu'une entreprise a un bon return equity, des marges qui sont stables, des capitaux propres aussi qui connaissent une certaine croissance dans la durée, on peut souligner une bonne gestion financière. Mais la gestion, c'est d'une part la gestion d'une entreprise, c'est une gestion financière, mais c'est aussi une gestion humaine et opérationnelle. Et là-dessus, chaque secteur va avoir un petit peu ses spécificités. Dans le monde des real estate investment trusts, donc des sociétés immobilières cotées en bourse, on va s'intéresser au turnover, au taux de rotation finalement, ou également au taux de remplissage du parc immobilier. Dans une entreprise bancaire, va y avoir des ratios très spécifiques vis-à-vis du ROA, sachant que c'est une entreprise qui a beaucoup d'actifs qui ne lui appartiennent pas. Il va vraiment y avoir une étude à faire sectorielle une étude à faire sur chaque secteur spécifiquement, sur ce qui fait la qualité de la gestion d'une entreprise. Une entreprise également, une entreprise pharmaceutique va avoir un portefeuille de brevets à gérer qui a des dates d'expiration sur lesquelles il va falloir... Novo Nordisk, par exemple. Tout à fait. Et donc, comment est-ce que cette entreprise anticipe le fait que demain, le produit qui fait finalement toute sa richesse, elle n'aura plus d'avantage concurrentiel dessus parce que son brevet arrive à l'expiration. Donc ça, c'est vraiment toute une gestion que l'on peut associer à la gestion financière de l'entreprise. Et après, il y a la gestion humaine. Et là-dessus, il y a le turnover des employés. Il y a vraiment le caractère plus ou moins intègre du dirigeant qui joue beaucoup. Et on peut s'y intéresser, soit en s'intéressant déjà au mouvement des initiés, à la proportion de parts qu'il a aussi, mais aussi en s'intéressant à sa rémunération. Dans le cas assez spécifique des introductions en bourse, quelle a été son attitude lorsque son lock-up a sauté? A-t-il vendu ses actions? Est-il encore en détention de ses actions? Toutes ces choses-là sont des éléments finalement à étudier. Quelle est l'histoire aussi de ce dirigeant? A-t-il été sujet à du délai d'initié? A-t-il été condamné? Bref. Je me permets de te couper juste, Rémi, sur un point qui est vachement intéressant. Parce qu'on a eu des recherches justement sur les fondateurs qui étaient encore à l'intérieur de l'entreprise et des fondateurs qui sont à l'extérieur de l'entreprise, en gros, qui ont complètement délaissé leur entreprise, qui sont plus à l'intérieur. Et on voit qu'en fin de compte, il y a eu différentes recherches, notamment de Ned Davis Research, qui montraient qu'il y avait deux courbes. C'est-à-dire qu'il y a une surperformance des entreprises, enfin des fondateurs qui sont encore dans leur entreprise, sur ces entreprises-là, et d'autres qui ne sont plus fondateurs, enfin qui ne sont plus à l'intérieur de l'entreprise. Il y a deux courbes différentes. Comment est-ce que tu expliques ce phénomène ? Et ça se vérifie aussi sur les entreprises. C'était Feu, le Crédit Suisse avait publié également une étude sur le fait que les entreprises familiales performaient mieux que les entreprises institutionnelles. Et je pense que c'est parce qu'en règle générale, à un moment, du coup, les fondateurs sortent. Ceux qui avaient finalement l'âme et la vision de cette entreprise sortent, et ce sont des institutionnels qui vont les remplacer, qui ont des comptes à rendre à court terme et qui n'ont pas du tout une vision une vision générationnelle de cette entreprise. Et c'est vraiment cette vision, je pense, générationnelle long terme qui fait la qualité du management d'LVMH, qui fonde la performance de cette entreprise. Et malheureusement, lorsque tu as des financiers qui raisonnent avec des reports trimestriels qui arrivent dans une entreprise qui, à la base, avait finalement une gestion avec une vision décennale, tu as à court terme de bonnes performances, mais sur du long terme, ça ne m'étonne pas que ça dévisse, quoi. Très bien. Il y a aussi, tu sais, par rapport à la gestion humaine, que penses-tu de la notation de MSCI sur les critères ESG? Je sais que ça, c'est de plus en plus intègre sur les ETF. On voit qu'il y a le sigle ESG, de plus en plus ESG transition, ESG. Je sais que ça intègre les critères d'environnement, de social et de gouvernance. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que les critères ESG, en tout cas une bonne note, je sais que MSCI, tu vois, met du A+, met du AA, etc. Est-ce que c'est un critère de surperformance pour les entreprises? Alors, de surperformance, certainement pas. De surévaluation, certainement. Je pense que c'est vraiment de la foutaise pour avoir travaillé chez Philip Morris International et sur du coup l'intégration de ce genre de critères. J'étais dans le département quality. Et pour analyser des entreprises en bourse à longueur de journée, dont certaines sociétés de production de charbon en Colombie qui sont ESG compliantes, non, mais c'est vraiment un critère qui a été inventé pour, je pense, rendre ce secteur plus attractif, pour permettre à des gens qui disent « je veux faire de l'investissement responsable » de leur donner
un critère, mais à la fin, comme toute norme de ce type-là, ça reste une vaste plaisanterie. D'accord, très bien. On De passe mon point de vue. Ouais, non, mais tout à fait raison. Juste peut-être revenir sur un point avant de passer au cinquième principe, c'est sur le qualité de rentabilité. Selon toi, une entreprise, quand tu parles de rentabilité, d'une bonne gestion financière, tu la mesures avec... alors, ratio, du coup, on a parlé de return on equity, donc avec le ROE. On peut parler aussi du ROCE ou du ROIC. Selon toi, à partir de combien, parce que tu sais, il y a différents... Si on va sur les sites internet, c'est pour les internautes qui nous écoutent, à partir de combien est-ce que tu considères, en pourcentage, une entreprise avec une excellente gestion financière? On en revient à la notion de surperformance. Est-il possible de surperformer en bourse? La réponse est oui. Est-il possible de surperformer en bourse avec une entreprise Est-il possible de faire plus de 10% par an en bourse avec une entreprise qui n'a pas plus de 10% par an de croissance de ses ventes et qui n'a pas plus de 10% par an de return on equity? La réponse est non. C'est-à-dire que si tu t'assures d'avoir un portefeuille qui est que composé d'entreprises qui finalement ont des ventes qui sont décroissantes et un ROE pourri, bien sûr que tu vas sous-performer. Si tu as uniquement un portefeuille d'entreprises qui ont un taux de croissance de leurs ventes de plus de 15% par an et un rendement sur leur capital de plus de 15% par an, tu maximises drastiquement tes chances de surperformer. Donc, ayant cet objectif-là, je dirais au minimum au-dessus de 10, à voir au cas par cas. À voir quelle est également la croissance des capitaux propres, parce que souvent les gens regardent aveuglément un ROE sans s'intéresser à la croissance des capitaux propres, qui est également quand même essentielle. Tout dépend de la manière dont également les actifs sont inscrits au bilan, ce qui sont des choses un petit peu plus granulaires, mais à observer. Mais voilà, en tout cas, je dirais 10 à 15% minimum. Très bien, merci. Concernant le cinquième principe, c'est d'éviter, on avait dit, le value trap. Donc le value trap, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est pour ceux qui nous écoutent? Un value trap ou piège de valeur, c'est ce qui amène, beaucoup de gens à divorcer avec le value investing. Oui. C'est que du coup, lorsqu'on s'intéresse au value investing, on va s'intéresser, on va en règle générale s'équiper d'un screener, donc qui est un outil qui va nous permettre de mettre tous nos ratios comptables et de dénicher en un claquement de doigts les entreprises qui correspondent à ces critères. Mais en règle générale, si on n'est pas très averti, on va mettre quelques critères et on va se retrouver avec des entreprises qui, avec un PER de 2, qui ont d'excellentes marges, qui nous versent 20% de dividendes. Et on se dit, c'est parfait, j'y investis. Mais sans s'intéresser finalement à l'entreprise sous-jacente. Et à ce moment-là, on peut tomber dans un piège de valeur, qui est une entreprise qui, par exemple, c'est le cas, il y a un risque sur une entreprise dernièrement qu'on a analysée en Pologne qui a d'excellents résultats, mais qui gère des autoroutes, mais qui perd ce droit de gérer ces autoroutes. En tout cas, ce droit va être remis en question en 2027. Et donc, si tu y vas uniquement sur la base de critères quantitatifs sans être intéressé au qualitatif, tu peux tomber dans un piège de valeur parce que si ensuite elle perd sa source de revenus, le cours tombe à zéro. Et donc, éviter des value traps, c'est d'abord procéder à une bonne analyse, souvent en fait qualitative, en plus de la quantitative qui coule de source. C'est s'assurer, bien évidemment, que l'entreprise ne soit pas trop endettée parce que c'est la première cause de faillite d'une entreprise. Et perdre de l'argent en bourse et avoir une entreprise, c'est soit s'amuser avec de la vente à découvert, soit faire de l'effet de levier, soit être actionnaire d'une entreprise qui fait faillite. Et de ce point de vue-là, en plus de l'endettement, la deuxième raison pour laquelle, en règle générale, les entreprises peuvent faire faillite en bourse et peuvent faire faillite d'une manière générale, c'est lorsqu'elles sont sujettes à de la fraude comptable. Donc, on va essayer d'éviter le risque de fraude comptable. Et vis-à-vis de ça, il y a un modèle quantitatif qui a fait ses preuves, qui est le Beynish M-Score, et qui nous permet quantitativement d'écarter un bon nombre de risques de fraude comptable si on n'a pas passé 5 ans à analyser des états financiers, ce qui nous permet de savoir que certains jeux d'écriture, qui nous permet d'avoir une espèce de filtre d'alerte sur certains jeux d'écriture. Mais globalement, le Beynish M-Score suffit largement à écarter je crois que statistiquement, c'est plus de 85% des cas de fraude comptable. Donc, super indicateur en tout cas pour évaluer si une entreprise est en value trap ou pas. Un risque, ouais. On a une décroissance en tout cas économique au niveau de la Chine. On sait qu'il y a certaines valeurs du coup qui deviennent un peu sous-évaluées, en tout cas qui perdent en tout cas sur le PER très, très, très clairement. Et moi j'avais pensé à Pernod Ricard principalement. Qu'est-ce que tu penses toi de cette entreprise? Est-ce qu'on arrive sur du value trap? Est-ce que tu connais déjà cette entreprise? Est-ce que tu veux peut-être en parler? Je sais que même, tu vois, LVMH, on sent que aussi ça pèse au niveau de la Chine. Est-ce que le contexte macroéconomique peut provoquer donc des faiblesses justement sur la valorisation? À quel moment est-ce qu'on peut se dire, tu vois, à quel moment l'investisseur particulier peut se dire
Là, on se trouve en value trap. Il ne faut pas forcément que je rentre dessus parce qu'on pourrait très bien se poser la question. Avec Pernod Ricard, c'est qui sont des valeurs très connues. Pernod Ricard et LVMH qui sont en train de chuter justement à cause de cette pression macro, enfin, sous tout ce contexte macro. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, justement, à un débutant sur Pernod Ricard qui souhaite rentrer justement parce que ça a bien chuté, etc. C'est un sujet. En fait, les actions dans le monde, enfin, du licor et spiritueux, quoi. Enfin, les actions relatives à la vente d'alcool, arrivent, et n'y étaient pas historiquement, mais arrivent de par la tendance actuelle dans un monde que l'on appelle les actions controversées. Et se retrouvent donc sujets à d'évaluation. Parce qu'il y a une chute du nombre de gens qui consomment de l'alcool, qui est établi, il y a de moins en moins de gens qui boivent de l'alcool, ça se reflète au niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise, et donc il y a un risque. Ceci étant, dans l'histoire, cette entreprise s'est construite et a connu sa croissance par de la croissance externe. Elle a racheté Robin Club, Vodka Absolute, etc. Et c'est une entreprise qui du coup s'est très bien développée de cette manière-là, de la même manière que Philip Morris International s'est développé tout au long du dernier siècle, avec un nombre de fumeurs qui a été décroissant sur les 30 dernières années. Pour autant, Philip Morris International, sur les 50 dernières années, c'est plus de 19% par an de performance. Sur les 100 dernières années, c'est plus de 17% par an de performance. Et donc, est-ce que je fuirais le monde des spiritueux aujourd'hui ? La réponse est non. Je trouve que la décote qu'il y a actuellement sur ce genre de titre est plutôt une bonne nouvelle. Elle n'est pas si importante que ça, d'ailleurs, sur Pernod Ricard, par rapport à d'autres titres qu'on peut avoir en Asie du Sud-Est, avec en plus de ça des chiffres d'affaires qui se portent plutôt mieux. Mais de par l'histoire de l'entreprise, je ne trouve pas du tout que cette entreprise est à fuir. Et d'ailleurs, je ne trouve pas du tout que l'Asie est à reconsidérer de manière générale comme lieu d'investissement, sachant que certes, il y a eu un petit peu il y a eu des frayeurs de déflation en Chine. Ceci étant dit, le taux de croissance de son PIB est bien supérieur à celui de l'Europe. On achète en moyenne les actions 2,5 fois moins chères en Asie que ce qu'on les achète actuellement en France. Et pour y avoir passé 6 mois l'année dernière, globalement, l'effervescence économique est tout autre que celle que l'on peut constater en France sur les dernières décennies. Donc, le fait qu'actuellement ce marché soit fui est plutôt, selon moi, un signal qu'il faut s'y intéresser que l'inverse. Très bien. Je pense aussi qu'on est sur une bonne tendance, en tout cas à long terme. Seul l'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. On passe sur le 6e principe. Alors, c'est plus sur la croissance. J'ai noté, on a la croissance intrinsèque. En gros, la croissance interne de l'entreprise. En gros, quels sont les moteurs de croissance d'une action small cap ? Quels sont les indicateurs, où on peut s'appuyer, qui peuvent nous dire, voilà, on a des moteurs, on sait qu'on peut s'appuyer sur ça. Qu'est-ce qui peut nous permettre justement d'augmenter nos potentiels de gains ? Benjamin Graham a une phrase qui est, feu Benjamin Graham a une phrase qui est: à court terme, le marché vote, à long terme, il évalue. Et ce qu'il évalue, c'est finalement la croissance de la valeur intrinsèque d'une entreprise. Donc, c'était extrêmement important de comprendre ce principe. La valeur intrinsèque d'une entreprise, c'est déjà admettre le fait que le cours d'une entreprise ne représente pas sa valeur réelle et évolue par une simple loi d'offre et de demande à court terme et peut être sujet à des effets de mode. La valeur intrinsèque d'une entreprise, c'est vraiment ce qu'elle vaut proportionnellement à ce qu'elle génère dans la durée. Et donc la vraie question, c'est comment s'assure-t-elle de générer plus de valeur dans le futur ? Et vis-à-vis de ça, il y a finalement 3 grands principes de gestion de ces flux pour générer plus de richesse dans la durée. L'allocation de capital interne, comment redéploie-t-elle ces flux de trésorerie en interne pour générer plus d'argent ? Est-ce qu'elle crée plus de produits ? Est-ce qu'elle s'assure d'augmenter ses marges, donc en allouant de manière interne ses produits ? Il y a également l'allocation de capital externe. Comment fait-elle pour acquérir, est-ce qu'elle génère de la richesse en faisant de la croissance externe ? Est-ce qu'elle a racheté des entreprises récemment ? Est-ce qu'elle réalise des joint ventures, donc des co-entreprises avec d'autres entreprises synergiques avec son entreprise ? Comment fait-elle, en gros, pour gérer en tout cas ce processus d'allocation de capital externe ? Et également, quel est son processus d'allocation de capital passif ? Comment consolide-t-elle de manière passive également tout ce qu'elle peut générer en achetant globalement de l'immobilier ou des parts d'autres entreprises ? LVMH a beaucoup de parts d'Hermès, par exemple. Et donc, selon moi, pour s'assurer de la croissance de la valeur intrinsèque d'une entreprise, il faut vraiment s'intéresser à son processus d'allocation de capital au global qui lui permettra une croissance continue de ses capitaux propres. Donc toi, tu vises plus sur la croissance des capitaux propres. C'est la grande phrase de William Higgins. C'est le rendement du capital est plus pérenne que la croissance passagère des ventes. Et beaucoup de gens foncent comme un poulet sans tête sur des entreprises parce que leur chiffre d'affaires est en croissance,
au lieu de se pencher sur une entreprise dont le capital ne fait que croître et dont la rentabilité augmente. Oui, parce que ça montre une rentabilité qui augmente. Ça montre, on revient du coup sur le 4e point, sur une meilleure, c'est ça je crois que c'est le 4e point, c'est une bonne gestion financière. Oui. Ça, je pense que c'est un indispensable. Tout à fait. Parce qu'une entreprise, je sais que par exemple, il y a une entreprise qui est extraordinaire, qui gère de mieux en mieux sa rentabilité. C'est une entreprise très peu connue. Je ne sais pas si tu connais Games Workshop, tout ce qui est Warhammer, etc. Elle a une rentabilité qui est passée de 20%. On est passé de 20% de rentabilité envers 2021-2020 et on est monté au-dessus de 50% de rentabilité des capitaux propres investis. En gros, c'est plutôt rentabilité des capitaux investis. On voit vraiment, donc il y a une intelligence, ça montre enfin une certaine intelligence en tout cas de l'utilisation du capital. Et je pense que c'est un indicateur beaucoup plus pragmatique plutôt que se dire il y a une année où, en fin de compte, la croissance du chiffre d'affaires a surperformé. Et c'est là, je pense que ça peut être un vrai piège. Je pense aussi, c'est peut-être un principe en bonus, c'est de se dire, ne pas se fier, je pense, à une croissance exceptionnelle due à une hype du moment. Tu sais, on l'a eu par exemple sur des entreprises... c'était pas minière, c'était Sociedad Química, c'était SQM qui avait surperformé parce qu'il y a eu la hype autour de, je me rappelle plus déjà, il y a eu une grosse hype en gros autour d'une matière première et ça a surperformé. Et ensuite, il y a eu un ralentissement de la demande et on voit donc que ça a chuté à un moment donné. Et je pense qu'il ne faut pas se concentrer justement sur des phases qui sont exceptionnelles. Je ne sais pas ce que tu penses. Il faut même les fuir. En fait, c'est le principe de base, c'est plutôt se tenir en dehors des bulles. Et c'est le principe qu'a suivi toute sa carrière Warren Buffett, qui a terminé avec un conglomérat qui était financièrement très bien géré, où l'allocation de capital était au centre de la stratégie et qui a eu une performance annuelle moyenne sur 50 ans de 19,2% par an. Et qu'est-ce que tu penses du coup? Qu'est-ce qui a fait justement la force de Warren Buffett? Est-ce qu'il a surfé sur des secteurs? Non, la force de Warren Buffett, et beaucoup de gens, beaucoup de gens disent que le portefeuille de Warren Buffett a eu une performance de 19%, ce qui est faux. Si on regarde la moyenne des actions qu'il a achetées, elles n'ont pas eu une performance de 19% par an. Ce qui a fondé sa performance, c'est l'effet de levier qu'il a fait avec le flottant d'une compagnie d'assurance qui est Geico pour racheter des actions. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a utilisé, ça c'était à la base une entreprise, lorsqu'il en fait l'acquisition, lorsqu'il prend le contrôle de cette entreprise, c'est une entreprise de textile. Il va utiliser les flux de trésorerie de cette entreprise pour prendre des parts d'une entreprise qui s'appelle Geico, pour ensuite réallouer le flottant d'une compagnie d'assurance qui est finalement le montant qu'il y a entre la souscription d'un assuré et le paiement d'un sinistre, pour l'investir en bourse. Donc c'était finalement vraiment un bon processus d'allocation de capital sur la base d'un flottant qui lui a permis d'avoir du levier au sein d'un portefeuille qui a été géré d'une manière brillante et qui mixait actions en bourse et d'ailleurs également private equity via des entreprises comme Syscandy qui ont connu leur performance grâce au génie juridique de Charlie Munger qui est avant tout historiquement un avocat. Je pense que Charlie Munger, il est un peu sous l'ombre, en tout cas sous les projets. Enfin, il est derrière Warren Buffett, alors que c'est lui qui... C'est le génie de bien de... Justement, tu parlais de cash, de chiffre d'affaires, de bénéfices. Tu sais, on en revient un peu sur les critères juste avant. Selon toi, en gros, quel est le moteur? Qu'est-ce que devrait regarder l'investisseur particulier? Est-ce que, parce que, en gros, il y a plusieurs moteurs de croissance. On sait que c'est le chiffre d'affaires. On sait que ce sont également les bénéfices. Mais que penses-tu, toi, du free cash flow? Par exemple, on a aussi des indicateurs, tu sais, comme les marges sur free cash flow. Est-ce que ce sont des indicateurs pour toi qui sont pertinents à regarder pour un investisseur? Et est-ce que c'est synonyme de performance à long terme? Les normes, c'est un petit peu, ça va être un petit peu technique, mais je me permets un petit peu de jargon comptable, parce que la ligne des flux de trésorerie disponible ne peut être expliquée que comme ça. Les normes GAP actuelles ne retraitent pas du bénéfice net les dépenses d'investissement de capital. Et donc, de mon point de vue, l'étude du free cash flow est de toute façon plus pertinente que celle du résultat net. D'accord. Désolé pour ce jargon. Non, mais oui, en tout cas, oui, il peut y avoir plusieurs un peu de manipulation comptable, d'amortissement, de dépréciation. En d'autres termes, actuellement, notamment sur les entreprises, sur les normes GAP internationales, sur les états financiers de toute entreprise cotée en bourse, le résultat net, donc, qui est la base de notre PER, qui est la base du bénéfice par action, ne va pas prendre en compte, ne va pas prendre en compte tout l'argent qui va être dépensé dans ce qu'on appelle les capital expenditures. Donc, si l'entreprise finalement fait un résultat net de 100 millions, mais que ces 100 millions sont dépensés en voitures de société,
et qu'à la fin, il reste 0 en cash, on gardera un résultat net de 100 millions. Mais par contre, le free cash flow, lui, sera à 0. Et moi, ce qui m'intéresse, et ce free cash flow représente beaucoup plus à la fin de la journée ce l'owner earning, c'est-à-dire vraiment ce qu'on gagne en tant que copropriétaire de cette entreprise, en tout cas ce que l'actif dont on est copropriétaire a gagné, que le résultat net. Donc il faut bien évidemment s'intéresser au free cash flow. Et d'ailleurs, dans les ratios de valorisation qu'on citait au début, le PCF, d'ailleurs PFCF pour être précis, est plus, fait partie des ratios les plus pertinents à étudier. C'est très intéressant de partir plutôt sur du free cash flow. Je sais que moi, je l'intègre beaucoup sans ignorer bien sûr les bénéfices, sans ignorer le chiffre d'affaires. Je pense que ça fait un très bon filtre. Tu vois, on file de plus en plus et on voit ce qui reste à la fin. Ouais. Je pense que ça reste très pertinent. C'est bien évidemment très pertinent. On passe du coup sur le dernier principe. Je pense que c'est le plus intéressant parce que c'est le plus pragmatique. C'est l'attitude. Je pense que c'est le dernier principe de Superformance. C'est l'attitude de l'investisseur. Selon toi, donc quand on parle d'altitude, on parle de comment est-ce que l'investisseur doit réagir par exemple à une certaine baisse. Est-ce qu'il faut vendre? Quel processus psychologique, quelle logique de construction de portefeuille est-ce qu'il faut réaliser? Justement, on va y revenir sur ce dernier point. Mais toi, quel est, selon toi, le profil parfait, entre guillemets, d'un investisseur qui est performant à long terme? Quelle attitude est-ce qu'on doit employer? Il est d'usage de dire qu'il y a des investisseurs excités dans le monde boursier et qu'il y a de vieux investisseurs, mais je ne connais pas de vieux investisseurs excités. Donc globalement, la bonne attitude, c'est celle d'un vieil investisseur qui ouvre son portefeuille une fois par mois et qui le referme. Desgiraud avait d'ailleurs publié un papier là-dessus sur le fait que ces particuliers qui performaient le mieux, c'était ceux qui soit avaient oublié leur mot de passe, soit étaient morts. Et donc, de ce point de vue-là, une attitude pragmatique dans le choix de ses titres et ensuite maximisant la réduction du taux de rotation des actions en portefeuille, donc finalement extrêmement passive, où on étudie les actions qu'on a en portefeuille une fois par an sur la base des rapports annuels et où le reste du temps, on laisse son argent travailler pour soi et non l'inverse, c'est l'attitude qui est selon moi la plus juste à avoir. Ceci étant, il y a quand même des questions importantes. Quand est-ce qu'on achète? Je pense qu'il faut pas chercher forcément le point bas. D'ailleurs, Martin Zweig, qui était le meilleur trader du XXe siècle, le souligne. Le point bas est une utopie. Il faut acheter lorsque nos ratios de valorisation sont validés. Ça peut tomber plus bas ensuite. Ce n'est pas grave. Si on a fait une bonne affaire, c'est déjà très bien. Premier point. Maintenant, quand est-ce qu'on vend? On ne vend que dans 2 cas. Finalement, normalement, qui est si l'entreprise, finalement, a pris une direction où la valeur intrinsèque se met à chuter, ou alors si l'entreprise se retrouve à être sujette à un risque de fraude comptable. Là, il faut couper direct. Si l'entreprise se retrouve à avoir pris une direction où la valeur intrinsèque se met à chuter, ce qui était le cas de Meta, lorsqu'ils se sont mis à dire on va dépenser tout notre réseau en R&D pour le métaverse. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la nouvelle là d'ailleurs qui a complètement arrêté le métaverse. Oui. À ce moment-là, c'était bonjour, on met en place un processus de destruction de valeur. À ce moment-là, il est judicieux d'attendre 1 an. Donc je ne prends pas des décisions au jour le jour. Quand une direction comme ça apparaît dans les rapports annuels, je mets l'action sur la sellette, je ne remets pas d'argent dessus et j'attends 1 an avant de prendre ma décision. Ce qui, dans le cas de Meta, était un bon processus. C'est vrai. Et ensuite, il y a un autre cas dont on parle que peu, mais sur lequel il est important d'apporter une réponse. C'est surtout dans le monde des small caps où de temps en temps, il y a de belles asymétries de résultats. J'ai dernièrement une boîte dans l'huile de palme qui a, sur cette année, eu plus de 150% de performance. Gros rattrapage de valeur. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et là-dessus, la réponse m'a été donnée par un des clients qui fait partie de notre multifamily office, qui lui, dans des cas de surévaluation, en fait, où vraiment le titre part complètement à la hausse, met en place un stop-loss glissant à moins 20%. Donc finalement, pour capter, lorsqu'un titre prend beaucoup trop de hausse et se retrouve à prendre une proportion disproportionnée dans ce que doit être un portefeuille bien réparti géographiquement et sectoriellement, à ce moment-là, alors que tu dépasses les 150%, les 150% de performance sur une année, et que voilà, c'est difficile de nier le fait que tôt ou tard ça corrigera, le fait de mettre un stop-loss glissant te permet de capter finalement toute la hausse. Et à un moment donné, ça coupe.
ça coupe la position et ensuite tu reviens dans la proportion que ce titre devait avoir si tu souhaites le conserver dans ton portefeuille. C'est une question, je pense, très difficile. Tu vois, on dit souvent, Ouais. j'ai beaucoup d'élèves, tu vois, qui se demandent quand vendre. Tu vois, mon action a pris 300%, 400%, et tu sais pas en fin de compte s'il faut, parce qu'on a eu des recherches, tu sais, sur le momentum, Ouais. qui disent vraiment que cette stratégie-là surperforme en bourse, mais on a aussi, tu sais, le côté narratif de l'intelligence à fait. artificielle. Tu te dis à quel moment, jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on est en début justement de cette période d'intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut continuer à en profiter ou non? Toi, comment est-ce que tu évalues ça? Parce que tu vois, on peut avoir par exemple Broadcom qui est évalué à 60 fois ses bénéfices. Qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce qu'il faut vendre totalement? Comment est-ce qu'il faut le gérer dans le portefeuille et même Alors psychologiquement? déjà, selon moi, c'est pas des actions de toute façon que j'ai en portefeuille. Et psychologiquement, si en revanche elles sont en portefeuille, donc je n'ai pas l'habitude de vendre mes titres, un stop loss glissant est une bonne manière de capter la hausse. C'est vraiment là, j'en parle bien dans mon livre de ce sujet où finalement je me suis retrouvé sur les 6-7 dernières années à avoir beaucoup de cas différents. En ayant la chance de côtoyer des high net worth et des ultra high net worth individuals et en allouant également moi 100% de mes flux en bourse. Et je trouve que le stop loss glissant dans le cadre d'une hausse asymétrique est vraiment quelque chose d'intelligent et de simple à mettre en place. Et la difficulté en bourse, la plus grande difficulté en bourse réside dans sa simplicité. Et essayer de simplifier au maximum son processus de prise de décision. Un review annuel, on ouvre son portefeuille une fois par mois. Si jamais vraiment un titre explose, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on met un stop loss glissant. Ce sont des règles très simples, mais qui permettent de résister à l'épreuve du temps, ce qui est essentiel parce que time in the market is better than timing the market, comme on le dit en anglais. Et comment est-ce que tu proposes, tu sais, aux jeunes investisseurs, tu sais, imaginons qui ont, je sais pas, 100 euros ou 1000 euros à investir, par exemple, sur les small caps. Dans quelle manière est-ce que alors ce n'est pas un conseil en investissement, encore une fois, mais comment est-ce que tu débuterais, en tout cas, avec les small caps? Comment est-ce que tu investirais, par exemple, ces 100 euros ou ces 1000 euros pour commencer? Est-ce que tu aurais une logique de pondération par secteur? Est-ce que tu aurais une logique peut-être de checklist à faire, tu sais, dans un outil? Justement, tu vas nous dire aussi l'outil que tu utilises, notamment avec le VIS. Ouais. Est-ce que cet outil, le VIS, tu vois, permet justement de mieux sélectionner et de mieux organiser son portefeuille? En tout cas, voilà, comment est-ce que tu vois ça? Alors, dans une logique où il y a 1000 euros à investir au début, je pense que parce que le reste est investi par exemple en ETF, l'idée, ça va être de trouver un ou deux corps satellites pour se prêter au jeu du stock picking, entre guillemets. Donc, on n'est pas encore dans une dynamique de construction de portefeuille, mais plutôt de recherche d'une ou deux pépites qui peuvent dynamiser et nous sensibiliser au processus de stock picking. Maintenant, lorsque l'on souhaite se constituer un portefeuille en stock picking, il est essentiel de répondre vraiment de suivre une démarche en 3 temps, qui est le fait de se diversifier sectoriellement. Parce que si demain, moi, typiquement, j'étais en 2020, en 2021, tout le monde était all-in sur la techno et personne ne parlait de l'énergie. Moi, en ayant cette exposition à 10% de mon portefeuille, comme j'ai toujours eu en énergie, j'avais des boîtes dans le pétrole. Et lorsque, du coup, en 2022, le marché a corrigé de moins 20% et que le pétrole a fait x2, j'ai fait x2 sur cette ligne-là et globalement, mon portefeuille était flat. Et donc, le fait d'avoir une diversification sectorielle vous permet vraiment d'avoir un edge face à cet avenir qu'on ne peut pas prédire. Le fait d'être diversifié géographiquement va nous permettre d'aller vers des zones qui sont sous-évaluées, de réduire le risque de change aussi du portefeuille et de réduire la redondance d'un risque géopolitique qui peut être concentré sur un secteur ou sur une zone géographique ou une autre. Et une fois qu'on a fait ça, ne pas partir dans une surdiversification, comme l'a bien démontré Robert Ekstrom, est tout de même essentiel. Donc, ne pas dépasser les 15 à 20 titres dans le portefeuille. Okay. Enfin, pour ce qui est du montant qu'on met sur chaque action, ça, au début, on peut simplement équipondérer. Et si on veut vraiment aller dans la granularité, il faut étudier la complémentarité finalement de l'évolution des titres de chacun des titres via une somme de covariance qui a été théorisée par le prix Nobel Harry Markovitch. Donc, de ce que je retiens, c'est que tu raisonnes en corps satellite. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ne comprennent pas trop. Du coup, en corps satellite, si je comprends bien, c'est qu'on a un socle passif. Alors, moi, j'appelle le terrain passif en ETF. Parce que tu sais, c'est ce que tu disais. Ouais. Oui, pour débuter. Oui, tout à fait. Pour débuter. C'est vraiment, en gros, chercher une diversification. Je pense que la diversification avec les ETF
c'est ce qu'il y a de mieux en termes non, pour toi? Alors, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Donc, si tu prends un ACWI, tu vois un en truc tout cas, où t'as plein aujourd'hui, un d'entreprises. S&P 500, c'est sur. Ah non, oui, c'est pas. Et finalement, ton MSCI World, il est exposé à 70% aux US. Ton S&P 500, il est surexposé. Il est surexposé sur. 40% du S&P 500, c'est sur 10 entreprises d'un même secteur. Donc aujourd'hui, je trouve que pour aller vers un portefeuille bien diversifié d'ETF, il faut vraiment en fait avoir une exposition indicielle sur chaque secteur indépendamment. Quoi. Okay. Maintenant, si c'est fait, tu peux diversifier, mais je trouve que finalement, dans ce que j'observe en portefeuille d'ETF, j'imagine que c'est pas le cas des séquoiens, mais d'une manière générale, dans ce que je peux voir sur YouTube, souvent, la soi-disant diversification soulignée des portefeuilles d'ETF présentés est illusoire. Oui, souvent, c'est vers beaucoup de doublons, beaucoup d'expositions aussi aux États-Unis. Genre, par exemple, du MSCI World, on met du Nasdaq, beaucoup ensuite on met du S&P 500. Beaucoup de redondance de risque, beaucoup de surconcentration, aucune protection face au risque de change. Il y a beaucoup de... c'est vrai qu'en plus, le risque de change, on en a mangé cette année. Je sais que le S&P 500, en gros, rapporté en euros, en termes de performance, je crois qu'il a rapporté... C'est 4%. 4%. Et alors qu'en dollars, c'est 17%. Donc, il y a un grand écart, donc c'est pour ça qu'il faut bien sélectionner. Justement, on va peut-être rester sur les ETF pour ceux, tu vois, qui veulent, tu vois, investir sur les small caps, mais qui ne savent pas forcément, tu vois, quoi regarder, etc. Est-ce que tu penses que c'est intéressant d'investir sur des ETF small cap? Est-ce qu'il en existe? Oui, il en existe. Hein. Tu as le VBR, le Vanguard Small Cap Value Stock. D'une manière générale, sur le dernier siècle, tu as eu l'étude de Fama French qui soulignait le fait que ça surperformait l'indice de référence de 1 à 2 points selon les périodes. Sachant que ça l'a sous-performé sur les 10 dernières années, je trouve qu'une exposition indicielle sur un indice small cap fait complètement sens. Tu as également James O'Shaughnessy qui avait souligné le fait qu'un portefeuille d'ETF bien construit devrait être exposé à 50% en small cap, à 35% en large cap value et à 15% en large cap growth. Donc finalement, une exposition large cap value, global large cap value de Vanguard à 35%, small cap value à 50% et éventuellement Nasdaq à 15%. C'est une très bonne allocation. Et sur le backtesting de ce portefeuille-là, qui sort dans son livre The New Rule for Investing Now, qui est une couverture verte, c'est du 10% par an stable. C'est très très bien. En tout cas, on voit que les small caps, en gros, peuvent faire largement l'affaire dans un portefeuille. Donc, des ETF, oui, mais on peut très bien aussi se diversifier avec certaines small caps, avec certains ETF. Donc, ça, c'est excellent. Donc, on a passé donc en revue là les 7 principes. Mais moi, ce que j'aimerais, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de particuliers là actuellement qui se demandent, il y a plein de critères à regarder, il y a plein d'éléments en fin de compte quelle fourchette en fin de compte le RE, est-ce que je dois viser plutôt 5%, 10%, 15%? Est-ce que il existe des outils, bon j'imagine que parce que moi je l'utilise, tu sais, notamment avec les séquoiens, on utilise donc l'outil, le VIS, le Value Investor Screen. Est-ce que cet outil-là, j'aimerais juste revenir dessus, qu'est-ce qu'il permet aux investisseurs? Quelle plus-value en gros sur les small caps? Alors ce qui est important de savoir, c'est que pour avoir côtoyé les meilleurs gérants de fonds du monde sur la thématique small cap, que ce soit Passiavia en Finlande ou William Higgins en Europe, qui est français, tout gestionnaire de fonds value et tout investisseur value confirmé utilise ce qu'on appelle un screener. Un screener, c'est un outil qui va permettre de dénicher des entreprises correspondant à nos ratios financiers, ni plus ni moins. Si on cherche une entreprise qui a un ratio PER de 5, plus de 25% de marge d'exploitation, un ROE supérieur à 15, un taux de croissance de son chiffre d'affaires établi et qui nous verse X% de dividendes si les dividendes font partie de notre stratégie, eh bien on a un claquement de doigts. Toutes les entreprises qui cotées au monde correspondent à ces critères parce que toute entreprise cotée a ces données qui sont publiques et un screener est un outil qui va permettre qui va acheter ces bases de données et qui va permettre du coup de trier ces entreprises sur la base de ces critères. Maintenant, le fait est que les screeners professionnels de qualité type Guru Focus coûte 4 000 € par an, etc. Et moi, je suis ingénieur de formation. Et la première chose que j'ai fait lorsque je me suis passionné du sujet du value investing, c'est développer mes propres algorithmes de recherche. Et j'avais un rêve à ce moment-là qui était de faire un jour de ces algorithmes de recherche un logiciel accessible à tous. Ce rêve est devenu une réalité il y a un petit peu moins de 4 ans, avec la naissance du logiciel Value Investing Screener, qui était le premier logiciel que j'ai cofondé
Et ce logiciel permet, en un claquement de doigts, de trouver tous ces critères. Il est très ergonomique. On y a inclus à l'intérieur des masterclass d'utilisation dans lesquelles je révèle tous mes critères pour sélectionner des actions en bourse correspondant à mes critères. On y a aussi associé un outil de backtesting et d'allocation et d'optimisation de portefeuille. Et c'est un outil qui, en tout cas, me rend très heureux. C'est un très beau projet. À savoir, 100% du résultat d'exploitation de cette société est placé en bourse sur un portefeuille de small cap value également. Pour backtester, pour voir un petit peu comment ça... Pas que, en fait, pour la consolidation des capitaux propres de cette boîte, pour s'assurer la croissance continue de sa valeur intrinsèque. Ah ouais, donc c'est génial. Et ce qui nous permet aussi un petit peu de cohérence, parce que cet outil nous permet donc en fait, toutes les actions qui composent le capital de cette société sont détectées avec ce même outil. Ce qui permettait aussi un peu de cohérence et skin in the game, quoi. C'est vraiment une belle histoire. Et c'est skin in the game. Et voilà. Donc, Value Investing Screener est un outil qui fait complètement sens si vous voulez bien découvrir ce monde. Génial. En tout cas, si vous voulez tester justement cet outil, le Value Investing Screener, vous aurez donc en lien dans la description, donc directement, donc c'est un lien d'affiliation, d'accord, je vais être tout à fait transparent avec vous. Si vous voulez l'utiliser justement et avoir d'autant plus donc de valeur et pour vous permettre aussi de supprimer peut-être 90% des actions un peu fragiles et de sélectionner vraiment le top 10% des meilleurs small cap et potentiellement aller chercher viser, parce que bien sûr toute performance passée ne préjuge pas des performances futures, il n'y a aucun rendement garanti, mais l'idée en fait c'est vraiment de filtrer, de vous aider dans votre prise de décision et que vous soyez beaucoup plus à l'aise sans stress, aller chercher n'importe où, peut-être sur Internet, aller sur les réseaux, on entend tout et son contraire. On ajoutera également un petit code promotionnel surprise à découvrir. Donc en cliquant sur le lien dans la description et en tapant le code promotionnel, vous découvrirez le montant de réduction qu'on vous réserve spécifiquement. Super. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Merci à toi Rémi en tout cas pour d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir partagé toute cette valeur en tout cas sur les small caps et d'aider vraiment les particuliers à toujours mieux faire. On part vraiment de la base, mieux faire avec leur argent. Et ça, c'est un indispensable. N'hésitez pas donc, à vous abonner donc, à la chaîne et également à la chaîne donc, Parlons Long Terme de Rémi. Je vous dis à très bientôt. Et Rémi, encore merci. Au plaisir. À bientôt.